Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce bada de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Ce bada qui est donc la deuxième conversation avec Fabrice Friss, président-directeur général de l'agence France Presse. Fabrice Friss, bonjour. Bonjour. Donc, nous avons laissé l'agence France Presse au moment où elle commençait à se former après avoir quitté l'agence Havas. C'est après la guerre. L'Office français d'information, qui a été une agence de propagande tenue par Vichy, est évidemment supprimé et remplacé. Alors, remplacé par quoi ? Quel est le statut de l'agence France Presse à la Libération ? Il est très différent de ce qu'avait souhaité le Conseil national de la résistance, tout simplement parce que la presse française est exsangue. Un statut de coopérative n'est pas possible de ce fait. Et donc, l'agence France Presse, au lendemain de la guerre, devient un établissement public. Alors, juridiquement, l'établissement public, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme établissement public qui puisse faire saisir à nos auditeurs quelle est la situation juridique, surtout quel est le rapport avec le gouvernement ? Le rapport avec le gouvernement, évidemment, c'est une emprise extrêmement forte. Mais là, on est dans l'après-guerre, avec une grande partie de l'économie française qui est nationalisée, naturellement. Donc, on est dans cette logique-là. Et évidemment, pour une agence d'information qui se veut indépendante, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'image de la Voix de la France. Très difficile de commercialiser vos produits quand vous avez cette image. Et donc, c'est une bataille qui va être menée par les dirigeants de l'époque pour s'affranchir de ce statut d'établissement public, en s'inspirant beaucoup du statut de la BBC, qui lui était bien antérieur. Et c'est Mendes France qui d'abord qui met en place une commission pour réfléchir au statut de l'AFP, au futur statut de l'AFP. Et c'est un travail qui dure 2-3 ans, qui est assez passionnant à lire, et qui va aboutir, qui est mené par Jean Marin et une autre figure historique de l'agence qui s'appelle Paul Lebret, qui était très anglophile, et donc qui a beaucoup écrit sur ce sujet, sur la religion du fait, notamment, des textes très intéressants. Et le statut qui est établi par une loi de 1957 est très original. Et donc l'AFP d'aujourd'hui n'est plus un établissement public, mais elle n'est pas non plus une coopérative et elle n'est pas complètement une société privée. Donc on est une sorte d'ovni juridique. Nous avons ce qu'on appelle un statut sui generis. On emprunte à plusieurs modèles. On est une société privée. Beaucoup de Français pensent que l'AFP est un établissement public. Nous sommes une société de droit privé, mais qui a l'originalité de ne pas avoir d'actionnaires et pas de capital. C'est assez compliqué à expliquer. Ne m'en demandez pas beaucoup plus. L'essentiel, c'est que ça marche. Ce n'est pas une coopérative parce que, bien que nous ayons des clients, nos clients à notre conseil d'administration, nos clients, c'est les patrons de presse, de radio, de télé. Ils ne sont pas actionnaires, donc ce n'est pas une coopérative. Et bien que nous recevions un soutien public, nous ne sommes pas non plus un établissement public. Donc on est un peu comme un ornithorynque, on se définit parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc c'est ça le statut de l'AFP, avec une loi qui s'est attachée à assurer précisément son indépendance, avec des articles qui sont une sorte de mantra interne à l'AFP que tous les salariés connaissent. Ce statut a été remis en cause par certains de mes prédécesseurs qui ont essayé de le changer parce qu'ils considéraient que ne pas avoir de capital, notamment, ça entravait certains développements. Par exemple, pour faire des acquisitions de sociétés, c'était très compliqué quand vous n'avez pas vous-même d'action.
Il faut dépenser du cash. Du coup, on s'endette. Du coup, ça crée des problèmes, etc. Mes prédécesseurs s'y sont brûlés les ailes. Moi, je considère que ce statut ne m'a en rien empêché de gérer certaines transformations. Et donc, ce statut est dans l'environnement actuel de la presse, des médias en général, extrêmement protecteur. Et de fait, lors de la première séquence, nous avons évoqué l'affranchissement par rapport aux politiques. Moi, je le dis droit dans les yeux, je n'ai jamais eu un seul coup de fil d'un politique. J'en suis même moi-même surpris, parce que quand je me suis porté candidat à l'AFP, j'imaginais que j'aurais davantage de liens avec les politiques, mais je n'ai jamais rencontré Emmanuel Macron, qui n'a jamais demandé à me rencontrer, jamais les premiers ministres. Mes contacts, c'est avec le ministre de la Culture, à l'occasion de discussions plutôt d'ordre stratégique. Mais je n'ai jamais un seul coup de fil pour se plaindre d'une dépêche ou demander telle ou telle orientation. Donc ça, je pense que c'est évidemment une séquence qui date probablement d'une quinzaine d'années, vingtaine d'années, et qui fait que l'AFP est véritablement totalement indépendante, et ce qui nous permet, bien qu'on reçoive un soutien public... Et que l'État joue un rôle dans la nomination du président. Oui, l'État a 3 représentants sur 18 au conseil d'administration, ce qui veut dire il joue un rôle important, mais il peut très bien être mis en minorité. Il n'a pas de voix particulière, il n'a pas de voix double. Et alors, au conseil d'administration, il y a des représentants des salariés. Il y a 18 membres, il y a 3 représentants des salariés. Qui ne votent pas pour la nomination du président. Qui s'abstiennent. Et puis, il y a des représentants donc, des médias, des clients. Donc, j'ai 5 patrons de presse. Et j'ai des représentants de l'audiovisuel. Donc, ce sont des clients au passage. Et puis, j'ai 3 représentants de l'administration, mais qui sont là non pas comme tutelle, puisque je ne suis pas dans l'audiovisuel public, si vous voulez, du tout, mais qui sont là comme clients, puisque l'administration française est cliente de l'AFP. Donc, ils sont, comme on disait, des usagers. Alors, venons-en au contenu et aux réformes des différentes agences. Dans les années 70, si je ne me trompe, il y a eu un grand mouvement dans les agences de presse internationales et notamment chez Reuters, d'orientation plutôt vers l'économie ou vers la finance, en laissant la politique et la politique internationale beaucoup de côté. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé à l'agence et combien êtes-vous aujourd'hui d'agence à avoir gardé ce côté généraliste qui a été celui de Reuters à un moment donné et qui ne l'est plus? Ah non, Reuters reste, alors, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous avez 3 grandes agences généralistes mondiales. Le modèle d'organisation d'une agence est national. C'est-à-dire que l'agence allemande, qui s'appelle dpa, quadrille complètement son territoire. Tous les lenders sont bien couverts et a relativement peu de correspondants à l'étranger. Et pour l'information mondiale, est cliente des 3 agences mondiales, ou des 2, ou d'une, selon ses moyens économiques. Les agences mondiales généralistes sont au nombre de 3. AFP, Associated Press et Reuters. Reuters est aussi une agence généraliste. Il se trouve qu'elle a développé par ailleurs une spécialisation financière, et là vous avez 2 grandes agences financières mondiales qui sont Reuters et Bloomberg. Mais pour cette partie de l'activité, elles ne sont pas du tout dans le champ de concurrence de l'AFP. Donc notre champ de concurrence, c'est Associated Press américaine, Reuters qui, dans l'imaginaire français, est encore anglaise, mais qui en fait est maintenant canadienne, et AFP qui est donc la seule européenne des 3 agences mondiales. On dit que ce sont des agences généralistes parce que nous couvrons le sport, l'économie, la politique, le climat. Nous sommes organisés avec des grandes rubriques, comme le sont les médias. Les journalistes de l'AFP ne sont d'ailleurs pas des spécialistes, ils ont une obligation de mobilité, et en gros, tous les 3 à 5 ans, ils changent de rubrique. La seule rubrique qui est à peu près spécialisée, c'est la rubrique sportive. La production de contenu, c'est texte, photo, vidéo, et ça c'est la nouveauté des dernières années. Beaucoup des images
vous voyez un journal télévisé, elles ne sont pas créditées, mais ce sont beaucoup, ce sont notamment des reportages étrangers, vous pouvez être quasi certain que ce sont des images d'agences, que ce soit des directs ou des sujets magazines. Vous avez par exemple le tremblement de terre en Syrie. Il est évident que le temps que les grands médias envoient des correspondants sur place, il va se passer plusieurs jours. Nous avons ce réseau de terrain avec des gens à Istanbul, mais aussi qui couvrent la Syrie. Donc, nous produisons textes, photos, vidéos, infographies et de plus en plus d'audio d'ailleurs. Nous le faisons en 6 langues. Nous faisons français, anglais, allemand, portugais, arabe, espagnol. Nous produisons parfois, et même souvent, quand on produit en arabe ou en espagnol, par exemple, on produit pour une clientèle arabe et hispanophone, avec une production qu'on ne voit pas sur le fil, comme on disait, en France ou en anglais, ou dans les pays anglo-saxons. Voilà un peu les cas. Et alors, la production, ça va de l'alerte, la breaking news, au reportage de fond. On fait des portraits, on fait des synthèses, on fait de plus en plus de papier d'angle, de background. Donc c'est une production extrêmement riche et extrêmement abondante. Dans un contexte, en France en tout cas, de paupérisation de la presse dite écrite, qui essaye d'être le moins écrite possible parce que le papier coûte cher et parce que les journalistes aussi, j'imagine que l'expansion de l'AFP est forte, que la reprise de la production de l'AFP est importante. Vous avez à l'agence des services qui font l'inventaire de la reprise de ce qui a été produit par l'agence ? On n'a pas de services qui font l'inventaire, mais on est amené, dans le cadre de certaines négociations, à suivre ça. On voit qu'on a souvent... Là, je parle plus des sites de médias. Ouais. Par exemple, le Figaro.fr, le Monde.fr, le Parisien.fr. On a à peu près 40% de nos contenus qui sont... Enfin, 40% des articles sont des contenus... C'est souvent signé avec l'AFP. Quand c'est avec l'AFP, ça veut dire que l'essentiel du contenu, c'est la dépêche AFP ou la photo AFP. Bon, quand c'est le texte AFP, il a été, par exemple, revisité un peu, les titres ont été changés, etc. Mais c'est du copier-coller. Pour le papier lui-même, c'est différent. Vous voyez bien que les quotidiens français ont d'ailleurs tendance à devenir de plus en plus, ont une coloration de plus en plus magazine, font des vrais papiers de fond. La pagination s'est réduite et on privilégie plutôt la qualité et le fond à la quantité. On ne donne plus toutes les news de la journée parce qu'on sait qu'on les trouve par ailleurs et notamment sur les sites. Et là, c'est différent, c'est beaucoup plus de la production originale. Alors, on a tout fait, ou presque, jusqu'à présent, mais on n'a pas dit combien il y avait d'employés à l'AFP. Sur ces employés, combien sont journalistes, et sur ces journalistes, comment ils sont répartis à travers le monde. Alors, l'AFP, c'est 2600 salariés, c'est 1700 journalistes. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, les rédactions du Monde et du Figaro, c'est à peu près 500 journalistes. Donc, on est la plus grosse newsroom de France et une des plus grosses newsrooms mondiales. Le New York Times doit avoir 2000 journalistes maintenant, donc c'est une grosse force de frappe. Ce qui nous caractérise, c'est l'expansion géographique. Et alors ça, je sais que les interlocuteurs sont toujours surpris quand je dis que nous avons des troupes extrêmement nombreuses sur les terrains les plus éloignés. Quand les talibans entrent dans Kaboul, il y a 1 an et demi, nous avons 13 salariés sur place et autant de pigistes. 13 salariés sur place. Quelle entreprise mondiale a 13 salariés à Kaboul ? Et aujourd'hui, nous en avons 10. On a réduit la voilure, on a changé évidemment un peu le personnel, mais nous en avons 10. Ce que je vous dis là, je peux vous le dire de n'importe quelle géographie. Nous avons 60 journalistes à Rio, nous en avons 19 à Tokyo. Et la force de l'AFP, c'est d'être présente je vais le dire comme ça, dans tous les pays les plus pourris de la planète, là où les médias et parfois, souvent, les agences ne vont plus ou moins. Et c'est ça, ce réseau de terrain qui est la valeur
de l'AFP. Alors, le réseau de terrain, la rapidité, comment est-elle assurée aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est Internet, donc c'est diffusion soit satellite, et de plus en plus Internet. Donc ça, on est dans l'instantanéité. La grande révolution aussi, ça a été le passage Alors, la révolution dans le métier de l'agence, on peut dire qu'entre un journaliste du 19e siècle qui aurait été transporté dans la salle de rédaction de l'AFP dans les années 70 n'aurait pas été extrêmement dépaysé. C'était un paysage un peu, j'ai vu des photos, on se croirait dans un roman de Zola, des batteries de machines à écrire, une salle totalement enfumée, un bruit assourdissant, des pneumatiques pour trier les dépêches. Arrive en 80 l'ordinateur et surtout, naturellement, la révolution Internet des années 90. Si vous ajoutez les lois anti-tabac, le paysage a bien changé. Donc on est dans un monde d'instantanéité. Et l'autre grand changement, n'oublions pas que l'AFP, c'est une des plus grandes agences photo au monde, c'est le passage de l'argentique au numérique. Alors il y avait des histoires absolument homériques de photographes, je vois encore, qui vous racontent comment ils développaient leur pellicule dans les salles de bain des bordels du Guatemala. Aujourd'hui, évidemment, tout ça est fini. Comment ils se baladaient avec des valises satellites énormes. Aujourd'hui, tout ça est fini. On est vraiment dans le monde de l'instantanéité. Ça change radicalement la production. Mais Internet, oui, quand il y a Internet, c'est-à-dire à Kaboul ou à Téhéran, comment fait-on ? Vous avez du monde toujours à Téhéran, bien sûr. Alors pour la diffusion, quand on est dans des coins vraiment paumés, il y a des systèmes, ce qu'on appelle des avis West, où en gros, vous cumulez des cartes SIM pour avoir le maximum de réseau possible, donc vous passez par ça. On y arrive toujours. Il y a des anecdotes... Là aussi, assez connu, je me souviens d'un type qui me racontait que sur le Paris-Dakar, dans les années 80, pour diffuser ses reportages, il utilisait les blessés du rallye et il leur demandait de repartir avec les pellicules en France. Et il me racontait qu'un jour, il y avait un type qui avait, je crois, tous les membres cassés. Il avait collé la pellicule sur le plâtre du gars. Donc des histoires comme ça, il y en a d'innombrables. Les choses ont bien changé encore. Alors, l'autre, me semble-t-il, en tout cas, sinon un client de l'AFP, mais comme son lecteur, très souvent, et dans beaucoup de domaines, l'autre atout de l'agence ou l'autre caractéristique de l'agence, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ces journalistes, c'est-à-dire l'espèce de polyvalence obligée. On peut se retrouver à la rubrique économique et puis après se retrouver à la culture. Les carrières sont fantastiques. Je pense qu'il y a... Là aussi, je ne vois pas bien quelle entreprise propose ça aujourd'hui. Vous avez quelques multinationales, évidemment, du pétrole ou autres, qui envoient leurs cadres se balader tous les 3 ans, mais c'est généralement dans des géographies bien précises, les champs pétrolifères. Oui, c'est pour faire le même métier. Et pour faire le même métier. Là, vous pouvez, un journaliste type de l'AFP commence sa carrière peut-être dans la presse régionale, en France ou ailleurs. N'oublions pas qu'on a évidemment les journalistes, on a toutes les nationalités. Le directeur de l'information de l'AFP qui dirige les journalistes est anglais. Et sur les 6 régions de l'AFP, 3 aujourd'hui sont dirigées par des non-français. On est vraiment une agence mondiale. Et donc, le journaliste type commence dans la presse ou un média local, intègre l'AFP généralement comme pigiste, il commence comme ça, puis après il est nommé une première fois à Nairobi, puis il va aller à Washington suivre la politique américaine, puis il part à Tokyo suivre l'économie, puis il revient en province, en France, pour faire, le suivi du sport, etc. C'est des carrières incroyables, parce que vous avez des types et des femmes qui ont sillonné les grandes capitales. Le Quai d'Orsay ne vous propose pas ça. Le Quai d'Orsay vous oblige de revenir à Paris tous les 2 postes, à peu près. Les rotations sont plus longues, plus difficiles, et vous avez accès aux grandes capitales passionnantes sur le tard. Là, donc ce qui fait que les journalistes sont très attachés à l'AFP. Ils restent. Et il reste longtemps. Oui, c'était la question que j'allais vous poser ensuite. Alors, on voit souvent des gens dont on
dont on apprend après coup, des gens qui se font un nom dans la presse écrite, en tout cas c'était le cas quand moi-même j'y suis rentré, des gens qui se sont fait un nom dans la presse écrite et dont on apprend qu'ils avaient été pendant longtemps, qu'ils avaient fait une espèce de scolarité prolongée, si je puis dire, oui, il y en a beaucoup, à l'AFP. Je pense que j'ai été éditorialiste au Point du temps de Claude Imbert, qui était l'AFP. Qui était l'AFP en Afrique. J'ai relu là récemment Orient Extrême de Robert Guillain, qui est un livre merveilleux sur l'Asie des années 60 à 80. J'ai découvert que son premier métier, c'était l'AFP, avant de devenir grand correspondant. Voilà, donc vous avez plein de gens comme ça. Alors, je vous propose que nous marquions l'arrêt de cette deuxième conversation pour passer à une troisième qui sera particulièrement à saut et à gambade, puisque la troisième, c'est celle dans laquelle on ramasse le maximum des questions qu'on n'a pas posées dans les deux premières. Fabrice Friss, merci.